Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de C'est quoi ta spécialité? Cette semaine, on a reçu Dr. Preeta Krishnamurthy, qui est une endocrinologue pédiatrique qui travaille dans le centre de santé McGill. Oui, comme d'habitude, c'est une discussion super intéressante. Dr. Krishnamurthy est tellement passionnée, ça voit vraiment qu'elle est là pour ses patients. Elle les suit, puis elle peut les suivre sur de long terme, au moment de leur diagnostic parfois jusqu'à 25 ans. Puis elle a toutes sortes d'implications, dont un camp pour enfants diabétiques qui vaut vraiment la peine. Donc, je vous souhaite un bon épisode. Bonne écoute! Donc, avant de commencer l'épisode, j'aimerais ça remercier notre commanditaire officiel, Archer. Archer, c'est une firme de finance qui se démarque vraiment par sa simplicité, sa rapidité d'exécution et son expertise. Oui, puis c'est une firme qui est spécialisée en médecins. Donc, n'hésitez pas à les contacter là, si vous avez des questions par rapport aux bourses, à la marge de crédit, à des assurances invalidité ou à des options de placement. Oui, puis en plus, les rendez-vous sont gratuits. Donc, on met le lien en dessous du vidéo. Pour vrai, vous ne perdez rien à aller les rencontrer. Ça vaut la peine. Merci beaucoup, Dr. Krishnamurthy, d'avoir accepté notre invitation. Merci, je suis contente d'être ici. Donc, nous, on aime ça recommencer un peu au départ. Là. Donc, est-ce que vous avez toujours su que la médecine vous intéressait? Pas mal, depuis la jeunesse. Je pensais que je voulais soit être médecin ou professeur. Et maintenant, j'ai une carrière qui combine les deux. Ouais, ça fait du sens avec votre carrière aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous avez enfilé vos flûtes dès le début? Est-ce que vous avez fait votre cégep ici? Oui. Puis après, vous êtes rentré directement en médecine? Exactement. Je suis allée à Collège Champlain sur la Rive-Sud. Et après ça, j'ai été vraiment chanceuse d'avoir un spot dans le pre-med. Donc, j'ai fait ma médecine ici à McGill. À McGill. Oui. Puis en rentrant, est-ce que vous étiez déjà intéressée par la pédiatrie? Oui, oui. Mais quand même, je voulais avoir un esprit ouvert durant la médecine. Donc, j'essaie de vraiment aller à chaque rotation avec un open mind pour voir qu'est-ce que vraiment j'aime. J'ai beaucoup aimé plein de choses durant mon externat. J'ai aimé la médecine famille. J'ai beaucoup aimé l'obstétrie, gynécologie et la pédiatrie. Et à la fin, c'était entre obstétrique et pédiatrie. Et finalement, mon choix était pédiatrie. Puis on peut savoir pourquoi vous avez penché plus vers la pédiatrie? Oui, je pense qu'en obstétrique, gynéco, je pense que ce que j'ai vraiment aimé, c'était les bébés. Mais aussi, c'était parce que il y avait un médecin qui était comme un modèle de rôle pour moi. C'était Dr. Alice Benjamin. Et moi, j'ai pensé qu'elle était comme vraiment un médecin incroyable. Et je pense que je voulais être comme elle. Et elle est obstétricienne. Mais finalement, je pense que c'était pas nécessairement la spécialité qui m'attirait autant que la personne. Et pour moi, la pédiatrie, c'était vraiment le cours où à tous les jours, à tous les matins, je rentrais, j'étais contente d'aller au travail. Puis à la fin de la journée, j'étais souriante, contente, enthousiaste. C'était juste le feeling. Et pour moi, c'était clair que c'était le cours où j'avais eu le plus plaisir de tout ce que j'ai fait en médecine. Et c'était ça qui m'a fait faire ma décision. Puis maintenant, c'est comme vraiment compétitif, là, je pense, entrer en pédiatrie. Est-ce que c'était le cas aussi quand vous avez appliqué? Oui, quand même. Il y avait quelques positions à McGill, mais je pense pour n'importe quelle spécialité compétitive, on doit aussi vraiment regarder partout au Canada ou même d'autres endroits. Si c'est la spécialité qui vous tente, on doit vraiment regarder partout. Donc, j'ai fait des applications un peu partout, mais mon premier choix était de rester ici à Montréal. Puis, vous avez réussi, vous avez fait votre résidence ici à Montréal? Oui. J'étais chanceuse, très chanceuse. Donc, je suis restée à McGill pour ma résidence. Puis comment ça marche, la résidence en pédiatrie? Est-ce que c'est 5 ans, je crois? Donc, quand j'ai fait ma résidence, c'était 4 ans en pédiatrie.
ou on peut faire 3 années et rentrer immédiatement à un fellowship. OK. Mais moi, j'ai fait les 4 ans avant de faire mon sous-spécialité en endocrinologie. Et la raison, j'étais supposée de commencer après 3 ans, mais ils m'ont offert la position d'être résidente chef pour la 4e année. Donc, j'ai décidé de prendre ce défi et après ça, de commencer mon fellowship. C'est quoi ça exactement, être résident chef? Donc, à ce temps, c'est différent maintenant. Mais quand j'étais résidente, le poste de résidente-chef, il y avait plein de responsabilités, mais une des plus grandes, c'était d'être un fellow dans le soin intensif. Donc, j'ai dû faire 3 mois comme fellow en soins intensifs pédiatriques. En plus, on était la personne qui prenait les appels du Nord. Donc, c'était beaucoup de médecine, puis aussi, on faisait les consultations médicales sur les étages chirurgicales. Donc, par exemple, s'il y avait un patient admis sous chirurgie, puis il voulait une opinion médicale, c'était le résident-chef qui faisait ça. Donc, il y avait beaucoup de travail clinique, mais il y avait aussi les autres choses plus administratives, comme faire l'horaire et tout. Donc, c'était à ce temps, le job du résident-chef, c'était plus que juste administrative, politique. Donc, je voulais le faire. Puis, honnêtement, c'était une année très difficile, mais en même temps, une année incroyable. Ça doit être bon aussi si mettons, en passant dans le futur, quelqu'un qui veut avoir un poste comme plus de direction dans une faculté. Même ou d'enseignement. J'ai l'impression que vous étiez peut-être une personne ressource pour les résidents aussi. Oui, exactement. Donc, c'est un rôle... je pense que c'est le fun. Maintenant, c'est différent. Comme quand je l'ai fait, c'était toujours un résident du 4e année. Maintenant, c'est un rôle partagé par 2. Mais là aussi, c'était 2 résidents. C'était moi et un de mes collègues. Maintenant, je pense que les résidents sont 2e, 3e année. Donc, c'est différent maintenant et les rôles sont un peu différents maintenant. Mais c'est quand même une belle position et d'être élu par vos pairs, d'être résident. OK, c'est ça. C'est les autres résidents qui votaient. Genre. Oui. Ah, c'est bon. Puis quand est-ce que dans ce processus-là que vous avez eu la piqûre pour l'endocrinologie? C'était en première année que j'ai décidé de faire un stage en endocrino. On avait un choix, 1 mois, parce que tous les autres stages durant la première année, c'était des stages Obligatoire, exactement. Et là, on avait un choix. Donc, j'ai choisi endocrino parce que quelqu'un m'a dit « Ah, c'est un bon stage de faire dans ta première année. » Je n'avais même pas l'idée d'aller dans ce domaine. Et là, quand je l'ai fait, j'ai dit « Oh, wow! Je trouve que la physiologie, ça fait du bon sens, je comprends. » J'ai beaucoup apprécié les patients qu'on voyait, les maladies chroniques comme le diabète, mais aussi les autres cas intéressants, pathologies comme la puberté précoce, déficience en hormones de croissance, les conséquences d'un patient qui a eu du chimio et radio et ce sont quoi la conséquence sur le système endocrino. Donc, j'ai trouvé tout ça vraiment intéressant, mais pour moi, c'était comme quand on fait un stage puis ça clique, ça fait du sens et j'ai trouvé ça vraiment, c'était cool. C'était évident, là. Oui, mais après ça, j'ai quand même fait des autres stages que j'ai beaucoup aimés. J'ai aimé la médecine adolescente. J'ai vraiment beaucoup aimé le néonatologie aussi, avec les soins intensifs nouveau-nés. Mais en même temps, je regardais comme qu'est-ce que je voyais comme ma vie plus tard. Et même si les soins intensifs, c'était quelque chose qui m'a beaucoup attirée au point de vue de la médecine clinique, physiologie et tout, c'est une spécialité où c'est plus difficile d'avoir une famille et tout, et les heures sont différentes. Donc, j'ai pensé à tout ça quand j'ai choisi. Mais pour moi, l'endocrino, c'était vraiment... Il y avait quelque chose qui cliquait. C'était ma passion. Est-ce que vous saviez déjà que vous vouliez vous sous-spécialiser, mettons, quand vous êtes rentré en... Non. Non, c'est vraiment vu que ça a cliqué en endocrino. Exactement. C'est ça que vous avez décidé. Exactement. Puis, c'est où vous avez fait votre fellowship? Donc, c'était à l'hôpital de Montréal pour enfants, mais j'ai aussi fait un stage à Sainte-Justine. J'ai beaucoup aimé ça. Puis, c'était vraiment intéressant de voir comment ça peut fonctionner ailleurs, même si c'était
juste de l'autre côté de la montagne, Ouais, mais c'est quand ça. même, c'est différent. Et j'ai choisi de faire une autre année supplémentaire en recherche parce que c'est difficile d'avoir un poste en endocrino. Donc, j'ai dû faire quelque chose de plus. Donc, j'ai fait un projet de recherche et mon projet de recherche, c'était... j'ai collaboré avec l'équipe à Sainte-Justine. C'était sur quoi, ce projet de recherche? C'était sur le diabète relié à la fibrose kystique. Ouais. Et je dois dire que c'était une très belle expérience, mais pour moi, c'était clair que la recherche, c'est pas une priorité pour moi au point de vue de ma carrière. C'est très important, mais c'était pas quelque chose que j'envisageais de faire comme à long terme. OK. Fait que vous êtes allé plus vers le volet académique. Oui, et plus vers l'enseignement. Oui, exactement. Vous avez les deux comme professeurs. Ouais. Je pense que c'est assez unanime aussi que vous êtes vraiment apprécié comme professeur. Oh, mais j'adore. Honnêtement, cette partie de mon travail, j'adore. Mes enfants rient toujours. Ils disent, ah, tu aimes tes étudiants plus que tu nous aimes. J'ai dit, oui, il y a des jours que oui, c'est vrai. Ça arrive. Quand vous êtes talent, c'est vrai. Non, mais l'enseignement, donc comme j'ai dit tantôt, il y avait une partie de moi qui pensait que je serais prof, mais vraiment enseignante de primaire. Quand j'étais jeune, j'envisageais soit médecin ou enseignante comme maternelle. Et là, quand c'était par chance que je suis impliquée en enseignement, il y avait la directrice de l'externat en pédiatrie quand j'étais résidente. Elle était la directrice pour 34 ans. Wow. Et elle a dû prendre un petit break, puis elle a demandé plusieurs personnes qui peut l'aider. Et je pense qu'il y avait 2-3 personnes qu'elle a demandé avant moi, puis après ça, elle m'a demandé, puis j'étais la première personne à dire « OK, ça me tente d'essayer ça ». Donc, j'ai pris son poste pour une période de quelques mois quand elle était en congé. Et j'ai vraiment aimé ça, puis elle est de retour. Et elle a dit, veux-tu rester comme mon assistante? Ah. Donc, j'ai dit oui. Donc, pour 10 ans, j'étais son assistante. 10 ans à peu près, plus ou moins. Et vraiment, j'ai pensé qu'elle va jamais prendre sa retraite et je vais être son assistante toujours. Mais un jour, elle est venue, puis elle a dit, est-ce que ça te tente d'être la directrice? Puis j'étais comme... Je ne sais pas si je suis prête. Honnêtement, j'ai pas d'expérience en éducation, j'ai pas de maîtrise. C'était seulement l'expérience de l'aider. Puis j'étais vraiment chanceuse parce que j'ai eu une opportunité. J'ai eu quelqu'un qui a pris une chance sur moi. Puis vraiment, c'était vraiment... It was like a blessing, je vais le dire en anglais. I was lucky. Comme si tout s'enlignait parfaitement. Oui. Et elle était quelqu'un de très, très important pour moi au point de vue de ma carrière. Et c'est comme ça que je suis tombée dans le domaine d'éducation et je l'adore. Et rétrospective, j'ai pensé que au lieu de faire la recherche, ma 3e année d'endocrino, j'ai dû faire une maîtrise en éducation, quelque chose comme ça, mais... À la On place, peut pas tout savoir. Oui, c'est ça. Hindsight is 2020. Mais j'ai fait un an où j'ai fait un programme Teaching Scholars et j'ai beaucoup aimé ça. Mais pour moi, et maintenant, je suis impliquée un peu plus dans la recherche avec l'éducation médicale. Donc, même si j'ai pas vraiment me voyais dans la recherche clinique, je fais un peu de recherche dans l'éducation médicale, mais surtout... Ma passion, c'est d'enseigner, de faire des cours de groupe, de faire de l'enseignement dans la clinique aussi, avoir des étudiants, des résidents. C'est vraiment le fun. Ouais. J'ai une question un peu étrange, là, peut-être, mais on dirait que des fois, je me sens quasiment en mal. Surtout quand c'est des petites relations de 2 semaines, j'ai l'impression que ceux qui nous enseignent, ils répètent toujours les mêmes petits concepts de base. Genre, ça
Vous trouvez pas ça redondant? Non, pas du tout, parce que toutes les circonstances sont différentes. Donc, peut-être si vous venez à la clinique avec moi, on va voir tel patient, puis on va discuter un sujet. Et quand vous allez venir avec moi, ça va être différent. Donc, il y a toujours des choses différentes, même si les concepts de base sont toujours répétés. Mais c'est le fun. Et je trouve comme... Par exemple, il y a des présentations que je fais 3 fois par année. C'est la même présentation, mais c'est toujours un peu différent. Donc, dépendamment du groupe. Oui, et les questions, j'aime ça, faire tout ça interactif. Donc, je ne peux pas prédire les questions. Donc, ça va toujours changer. Et quand je fais des présentations, c'est rare que je prépare et que j'ai un script. C'est juste, je parle, je raconte des histoires, mes expériences cliniques. Donc, ça peut changer d'une fois à l'autre. Donc, c'est pas trop répétitif comme ça. Non, c'est ça. Puis sinon, si on revient un peu à votre pratique actuelle, de quoi ça a l'air une journée typique dans votre pratique? Donc, il n'y a pas de jour typique. Donc, ça dépend. Donc, je suis de garde pour endocrinologie peut-être 10 semaines par année. Quand je suis de garde en endocrino, je suis à l'hôpital et je prends tous les appels, consultations en endocrino à l'hôpital. Donc, ça peut être aux soins intensifs, soins nouveau-nés, ça peut être sur les étages généraux, à l'urgence. Donc, je dois être prête pour faire des consultations. J'ai toujours une équipe avec moi, soit des étudiants, résidents, fellows. Donc, il y a de l'enseignement qui se prend place toujours quand je suis de garde. Aussi, on a beaucoup d'appels des patients. Donc, ça, c'est peut-être un peu spécial en endocrinologie parce qu'on a plusieurs conditions où les parents devraient nous contacter s'il y a une urgence, surtout pour le diabète. Donc, quand on fait des gardes en endocrino, des fois, on ne dort pas la nuit. Même si on n'est pas ici, on reçoit des appels, comme s'il y a quelques enfants avec un gastro, on reçoit des appels à tous les heures, des fois. Donc, on doit être toujours prêt pour prendre des appels des patients directement. Les gardes sont occupés quand même. Ça peut. Il y a des semaines moins que d'autres. Il y a des semaines où il n'y a aucun nouveau diagnostic de diabète, comme il y a des semaines avec 5 nouveaux. Donc, donc, si je comprends bien, pendant la journée, vous êtes à l'hôpital, puis vous faites un peu toutes les consultations, tout ça, mais vous êtes encore considéré des gardes le soir. Fait que c'est là que ça continue. C'est ça. C'est là les appels qui rentrent partout. Oui, exactement. Et durant la journée aussi, il y a des appels, mais les soirs, on n'a pas de l'équipe. C'est soit moi avec un fellow des fois, mais des fois toute seule que je fais des gardes des fins de semaine. Mais c'est le fun. Donc, c'est une semaine. Donc, quand je suis de garde, c'est à l'hôpital et c'est surtout des consultations. Quand je ne suis pas de garde, ma semaine, ça peut varier, mais je fais beaucoup de cliniques externes. Je fais des cliniques dans la communauté, à Brunswick, dans le West Island, aussi à Laval, en face de l'hôpital. Donc, c'est vraiment community endo, où je vois des patients, je fais les suivis. J'ai aussi toujours une fois par semaine une clinique de diabète à l'hôpital et des fois, il y a des cliniques endocrino à l'hôpital. Donc, les patients qui sont vus à l'hôpital ils ont des conditions chroniques endocriniennes prouvées. Les patients dans la communauté sont plus des consultations. Est-ce qu'il y a vraiment un problème ou non? Donc, c'est un peu différent. Un peu comme on dit bread and butter endocrino dans la communauté. Je vois des patients pour la croissance, des choses comme ça, mais à l'hôpital, sont les patients vraiment avec une déficience en hormones de croissance ou un syndrome Turner. Qui ont déjà leur diagnostic. Oui, exactement. Donc, là, je fais des cliniques. En plus, je dois faire les suivis sur toutes les investigations que je demande pour mes patients. Ça prend beaucoup de temps. Et surtout parce que je travaille aux plusieurs cliniques, je dois vraiment dire, OK, j'ai une liste de patients que j'ai vus à Brunswick. Qu'est-ce que j'ai demandé? Je dois faire le suivi, je dois appeler les familles. Donc, je dois être très organisée pour tout vraiment to be on top of things. Et en plus, je fais de l'enseignement. Donc, l'enseignement, ça peut être un groupe de 60 personnes sur Zoom ou en personne, ou ça peut être un petit groupe. Je fais des sessions pour les étudiants de 2e année et 3e année. Okay. Donc, ça, c'est comme un peu partout, mon enseignement. Puis, est-ce qu'avec tout ça, vous réussissez à avoir un bon équilibre de vie personnelle? Je pense que oui. Donc, j'ai 2 enfants et mes 2 enfants sont en école secondaire. J'essaie d'être très impliquée dans leur vie.
même s'il ne veut pas des fois. Les deux jouent au soccer, donc je suis maman de soccer sur le terrain. Je suis le manager de l'équipe de ma fille. Et au point de vue de l'école, je suis le chair de l'association Home and School de l'école. Parce que pour moi, je ne peux pas être là pour faire du bénévolat à l'école et des choses comme ça. Donc, j'essaie de m'impliquer d'une autre manière. Comme ça, je trouve que c'est important d'être impliqué comme ça. S'il y a quelque chose, je connais le monde à l'école, je connais le monde au soccer, je trouve que pour moi, ça me fait plus à l'aise. Je sais avec qui mes enfants sont à une école, je connais le monde là, donc je fais tout ça. Donc je suis séparée de mon mari, ex-mari maintenant, mais j'ai un conjoint et c'est ça. Donc je suis très très heureuse. Puis il est quelqu'un qui comprend ma vie, qui est très beaucoup de choses à faire, mais lui aussi, il est pareil, il est avocat, donc c'est c'est ça, donc c'est le fun, we make it work. Mais l'autre chose qui est très importante pour moi, c'est vraiment la santé mentale et physique, et j'enseigne des cours de Zumba et oui, et je fais des cours depuis la pandémie. J'enseigne sur Zoom. Je fais des cours comme HIIT, tonus musculaire, Zumba et tout. Donc, et j'enseigne en personne au YMCA. Wow! Okay. On dirait, je trouve ça rassurant d'entendre ça. Genre, des fois, on a l'impression en ayant choisi comme la médecine, c'est genre des sacrifices à faire pour notre vie à nous ou pour justement pouvoir être investi comme avec nos enfants dans le futur. Mais de voir d'avoir des gens comme ça qui sont capables de tout concilier, je trouve ça rassurant. Je pense que c'est vraiment... Si c'est une priorité pour vous, vous allez le faire. Et comme on dit, il y a deux expressions que je vais dire. Les deux sont en anglais. One is, if you want something done, ask the busiest person. Donc, même si on a beaucoup à faire, les personnes qui sont occupées, peut-être sont organisées, sont capables de faire plusieurs choses, OK? Donc, vous êtes là à la médecine à cause de ça, probablement. Mais l'autre chose, c'est que you have to make it happen. Si c'est quelque chose que vous voulez, ça ne va pas venir à vous. On doit dire, OK, je veux ça, donc make it happen. Et des fois, ça veut dire non à d'autres choses, mais c'est de trouver la balance et de prioriser. Et au début de ma carrière, j'avais beaucoup de difficultés à dire non. J'ai encore un peu de difficulté à dire non à des choses, mais maintenant, je suis un peu mieux à dire, OK, ça, de toutes les choses, c'est quoi vraiment les choses que j'aime le plus? Je veux prioriser ça. Mais c'est difficile au début parce que quand on est jeune dans nos carrières, tout le monde essaie de demander peux-tu faire ça, peux-tu faire ça. Et, on veut faire notre place, là, j'imagine, au début. Oui, mais au début, c'est une bonne chose de peut-être dire oui à plusieurs choses pour savoir ce que vous aimez. Parce que j'ai pas pensé comme l'éducation pour moi, c'est une chance, j'ai dit oui, puis maintenant, c'est une grande partie de ma carrière. Moi, j'ai dit ça. Qu'est-ce qui fait de l'endocrinologie pédiatrique ou adulte un peu la spécialité que la meilleure, on pourrait dire, pour vous? Là? Qu'est-ce qui vous a vraiment attiré dans les composantes, soit les patients ou les types de trucs que vous voyez? On a parlé du bread and butter, mais c'est quoi tout ça en tant que OK. Donc, comme quel type de patient est-ce que je vois? Comme les, ou ce qui vous a vraiment attiré. Okay. C'est quelque chose que vous pourriez dire pour que les étudiants soient comme « Ah oui, moi, là, c'est ça que je veux faire. » OK. Donc, en premier, en endocrinologie, la physiologie, ça fait du sens. Okay? Donc, pour moi, ça, c'était une chose. Il y a un axe puis un feedback. Et pour moi, juste la manière qu'on pense en endocrino, pour moi, ça fait du sens. Donc, ça, c'est une chose. Mais l'autre chose, c'est que c'est vraiment une combinaison de plusieurs choses. Je vois des patients qui ne sont pas malades du tout, qui sont normales et je dois les rassurer. J'ai des patients où a des pathologies et j'ai la chance de les vraiment aider.
toutes les hormones, on peut les remplacer. Donc, si on manque les hormones, on peut les remplacer, puis on peut faire une différence dans la vie d'un enfant, et je trouve ça vraiment cool. C'est une spécialité où on travaille souvent avec d'autres spécialités, parce qu'il y a des patients qui ont des pathologies qui sont suivies aussi en génétique, ou en neurologie, ou en hémato. Donc, c'est une spécialité avec beaucoup de collaboration. Mais l'autre chose qui m'attire beaucoup, c'était le diabète de type 1. Parce que là, on voit un patient dès le diagnostic. On annonce un diagnostic quand même très difficile à une famille. Ça va durer toute la vie. Ça va durer toute ta vie. On doit faire ça. Mais on est là avec cette famille, puis on est partenaire en soins de leur enfant. Et je trouve qu'on développe une relation très, très spéciale avec nos patients en diabète. Et pour moi, c'est quelque chose... vraiment, c'est une des choses que j'adore de ma spécialité, qu'on peut avoir une relation très proche avec ses patients. J'ai des patients maintenant... je suis allée à leur mariage, j'ai vu leur enfant... Et c'est le fun. C'est le fun pour moi parce que je sais que le diabète et tout ça, on peut vraiment avoir un impact sur leur vie à long terme et avoir un impact sur leur relation avec le système de santé futur. Si ça fait du sens. Et je pense que j'adore ça. Et avec le diabète, les technologies qui changent tellement vite, c'est le fun. Donc, mais je pense que comme au début, j'ai parlé du Dr. Benjamin, l'obstétricienne. Et ce qui m'a inspirée d'elle, c'était qu'elle était toujours là pour les accouchements de ses patients. Mais elle travaillait des heures folles. Hein? Elle était là pour tous ses patients, toujours. Donc, elle travaillait des heures. Mais en endocrinologie, je voulais être un médecin comme elle, qui était là pour mes patients toujours. Mais en endocrino, je peux le faire, mais en même temps, être chez moi, prendre des appels, des courriels. Donc, je veux être ce type de médecin, mais avec une vie balancée où je peux être chez moi avec mes enfants. Et on est capable de faire ça en endocrinologie. Puis j'ai une question un peu dans le sens, si vous avez parlé qu'il y a un attachement qui se crée avec les patients, vous les suivez, c'est comment à 18 ans les envoyer dans un système de santé qui, parfois, aux adultes, c'est un peu plus louche, j'ai l'impression. Les soins sont moins encadrés. Cette transition-là doit quand même être difficile, autant des deux bords. C'est une question intéressante parce qu'au début de ma carrière, c'est ça que je faisais. Je faisais le transfert et j'avais des patients qui me contactaient après, qui me disaient que c'était difficile pour eux. Donc, j'ai décidé de garder une pratique jusqu'à 25 ans. Donc, j'ai pas le droit de faire ça à l'hôpital parce que au Children's, on peut juste voir les patients jusqu'à 18 ans, mais dans la communauté, je peux faire le suivi plus tard. Donc, j'ai décidé de faire le suivi de mes patients jusqu'à 25 ans, celle-ci seulement avec le diabète. Sinon, ma pratique, ça sera trop grand. Mais pour le diabète, je pense que c'est vraiment important parce que il y a des jeunes qui ne sont pas encore rendus autonomes ou vraiment qui ont de la difficulté avec la compliance et tout. Et je trouve que l'âge de 18 ans, de faire couper le cordon, c'est pas nécessairement la meilleure chose pour eux. Et de les garder juste un peu plus longtemps, ça a fait une meilleure transition. Il y a beaucoup de choses qui se passent entre 18 et 25 ans dans une vie. Les transitions vers soit le cégep. Cerveau, et le cerveau change encore. Puis, les habitudes de vie. Et je pense que quand on les laisse... Il y a des jeunes qui ont des familles qui les encadrent beaucoup et ça va bien la transition, mais il y a des enfants qui sont perdus si on les laisse à 18 ans. Donc, c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire ça et je suis très contente de le faire. Et maintenant, c'est drôle parce que j'ai quelques patients de 25 ans, puis...
je vais trouver ça difficile à les laisser. Et là, une de mes patientes, elle m'a demandé, est-ce que tu es sûre, 25? Est-ce qu'on peut dire 28? On peut dire 30? Toujours pousser un peu. Et, je pense qu'il y a un moment donné que le soin, c'est important que je fais le transfert parce que il y a des traitements, il y a des suivis en adulte que je ne connais pas autant qu'un endocrino adulte. Donc, c'est dans le meilleur intérêt pour le patient d'avoir le transfert à ce temps, mais c'est difficile quand même. Il y a un attachement qui se forme. Hein. C'est clair. J'adore mes patients, puis c'est difficile de dire d'avoir laisser ça. aller. Oui, c'est ça, les laisser aller. Ça me fait penser, vous avez fait comme pédiatrie puis ensuite endocrino, mais est-ce que vous auriez pu faire le contraire, aller en médecine interne? Oui, c'est possible. C'est possible. Et actuellement, et c'est parce que maintenant, ma licence, c'est comme endocrinologue. Donc, si je voulais changer, faire la pratique adulte, je pouvais, mais je ferais jamais ça. Mais comme le contraire, un de mes collègues, il a fait médecine interne. Après ça, il a fait endocrino adulte. Et il est revenu faire un extra fellow en pédiatrie pour faire la transition. Donc, il y a des routes différentes pour se rendre dépendant de votre pratique. Donc, pour lui, ça faisait du sens de faire un peu d'entraînement dans l'atmosphère, l'environnement pédiatrie, parce que lui, il voulait faire le focus sur la transition, les jeunes adultes. Ah, OK. OK. Sinon, y aurait-il d'autres avantages d'avoir fait l'autre chemin ou... Pour lui, ça faisait du sens parce qu'il ne voulait pas voir des bébés. Il veut voir comme des jeunes, des adultes. Exactement. Donc ça fait du sens. Mais sinon, avoir comme la bonne base en pédiatrie, c'est sûr que ça aide pour... Ça aide pour être endocrino-pédiatrique parce qu'il y a des pathologies qu'on ne voit pas aux adultes, hein, comme il y a des conditions, mais la puberté précoce et délai de puberté, nous voyons ça chez nous, hypoglycémie néonatale, hypothyroïdie congénitale, comment gérer ça au début. Donc, ça, c'est des choses particulières en endopède. Ouais. S'il y a quelque chose de votre pratique que vous diriez que vous aimeriez un peu moins, c'est un point négatif, s'il y en a, là. Il n'y a pas besoin d'en avoir. Ça peut être vraiment. Rien de négatif. Pas vraiment. Je pense que... je dois dire que il y a des nuits quand je suis de garde pour une semaine en ligne où on reçoit des appels très fréquents durant la nuit, que je suis fatiguée. Ça arrive et des fois, on est pas frustré, mais je suis fatiguée. Puis, mais écoute, ça arrive dans n'importe quelle spécialité. Hein, mais le fait que on est tellement accessible aux parents, on reçoit beaucoup d'appels. Mais c'est pas négatif. Je trouve ça quand même... c'est dans les hauts et les bas de la vie. C'est donc l'accès... Fait que les parents, ils ont directement votre numéro de téléphone. Mais pas... Donc, pour nous, à l'hôpital, on a un service de garde. Donc, ils appellent l'hôpital, sont transférés à nous. Je crois. Personnellement, mes patients à moi, plusieurs d'entre eux, ils ont... mes coordonnées pour me contacter directement. Ça, c'est un choix très personnel. Mais je trouve que les personnes ne l'abusent pas. Ils l'utilisent quand c'est nécessaire. Et je pense pour les ados, surtout, d'avoir cette manière de communication, ça les aide à avoir de l'autonomie. Parce que si ils doivent appeler le médecin de garde, ça va être leurs parents qui vont le faire. Mais si eux, ils savent que il peut communiquer avec moi, il m'envoie un petit texte, par exemple. Donc, ça, c'est un choix personnel que j'ai fait d'avoir cette communication avec mes patients. Ça, j'aime. C'est sûr que ça doit aider quand tu es adolescent. Un peu compliqué, là, si tu ne sais pas trop par où aller. Fait que ça doit créer un lien qui est plus facile pour poser des questions qui pourraient plus être gênées des fois. Des choses comme ça. Il y a combien d'endocrinologues pédiatriques, mettons, au Children? Au Children's, maintenant, nous sommes 7. Mais on a quelques-uns en 8. On est en transition maintenant parce qu'on a 2 en congé de maternité, un qui est là remplacé. Donc, à peu près 8. Est-ce que vous avez chacun votre
soit votre population préférée ou votre type de condition préférée? En général, nous faisons tout, OK? Mais on a un de nous qui est plus génétique métabolique, il fait ça un peu plus. On a 3 chercheurs qui font beaucoup de recherches. Il y a une qui est la directrice du Fellowship Program, donc ça, c'est son... mais au point de vue de patient, on voit tout. Tout le monde a des patients avec le diabète. Tout le monde fait endocrino général. Ouais. Mais comme j'ai dit, métabolique, génétique, il y a un qui fait un peu plus ça. Peut-être j'aime ça un peu moins. Peut-être ça fait votre affaire que lui en fasse. Peut-être aussi parce que lui, il a fait un entraînement là. Donc, il y a des choses qui intersectent dans ce domaine. Puis lui, il a les bases de connaissances. Peut-être j'aime ça moins parce que je suis moins à l'aise. Pas nécessairement que je ne l'aime pas, mais... C'est clair, là, quand on est moins à l'aise avec quelque chose, là, c'est plus difficile. Puis là, vous faites un camp aussi, je voulais qu'on en parle là, pour les diabétiques, les enfants diabétiques l'été. Oui, donc ça, c'est le camp à Carouanis. Je suis la directrice médicale de ce camp. Je pense que c'est ma 14e année que je suis directrice du camp. C'est un camp pour des enfants, mais ils peuvent venir de n'importe où, mais plusieurs d'entre eux viennent du Children's et Sainte-Justine, mais il y a d'autres enfants qui viennent de partout. On a même eu des enfants qui venaient d'autres provinces et d'autres pays. Et c'est un camp, il y a d'habitude 6 semaines, mais 5 à 6 semaines, et les enfants viennent dormir là. Puis on a une infirmerie complète avec une infirmière chef, une équipe d'infirmières et comme directrice médicale, j'engage des médecins à toutes les semaines, soit des pédiatres généraux ou des endocrinologues, mais des pédiatres généraux qui sont à l'aise avec le diabète de type 1. Et on a toujours résidents, fellows, étudiants. Donc, c'est pas seulement un camp, mais c'est une opportunité éducationnelle pour les étudiants résidents et fellows d'apprendre sur le diabète. Et c'est vraiment le fun parce qu'on est là, les parents sont à l'aise à laisser leurs enfants. Parce que c'est difficile, sinon, comme pour les parents, de laisser leur enfant à un camp général où ils ne connaissent pas le diabète. Mais là, on est vraiment équipés pour ça. On connaît comment gérer des urgences et tout. Et c'est vraiment le fun. Donc, à tous les étés, il y a d'habitude 6 semaines. Et maintenant, on prend des enfants de 7 ans jusqu'à 16 ans. Puis il y a aussi un programme comme pour les plus vieux de devenir comme des moniteurs. Puis c'est quel genre d'activité que vous faites? Plein de choses. Donc, il y a vraiment beaucoup d'activités au camp pour les enfants. Donc, ils font du canot, ils font de la natation, tennis, soccer, tous les sports. Tous les sports. Je donne des cours de Zumba quand je suis là. Donc, c'est plein de choses. Ils font campcraft. Ils apprennent comment faire des nœuds et ils font des chansons. C'est vraiment comme un camp, comme pour... De vacances. Oui, camp de vacances. Mais avec cet aspect médical où on fait les ajustements d'insuline à tous les jours. On est là pour superviser les enfants à donner leur insuline. Mais c'est aussi vraiment un bel endroit pour les enfants de voir qu'ils ne sont pas seuls. Ouais. Et des fois, il y a des enfants qui viennent au camp et ils ne savent pas comment gérer leur diabète. Puis à la fin du camp, ils speak eux-mêmes, ils testent eux-mêmes. En voyant les autres faire. Oui, puis des fois, ils voient des autres enfants. « il a une pompe, je veux une pompe aussi. » Donc, et je vois chez mes patients des amitiés qui sont formées au camp qui durent des années. Donc, j'adore le camp.
Ça a vraiment l'air d'être une belle... C'est tellement un beau projet. Puis y a-t-il du financement pour les enfants qui veulent y aller? Donc le camp est affilié avec une organisation qui essaie de faire des levées de fonds et tout. Donc, le camp, les parents paient pour le camp, mais on refuse jamais un enfant qui ne peut pas aller. Mm-hmm. Donc, on essaie d'avoir... Il y a des sponsors et tout pour le camp. Et ça, c'est organisé avec la Fondation Ressources pour enfants diabétiques. Donc, ouais. Donc, en tant qu'étudiant, on pourrait aller faire un électif. Oui! Et c'est vraiment un des électifs le plus populaires. C'est sûr! Oui, parce que c'est vraiment... c'est très populaire. J'ai encore des spots pour le mois de juillet cet été pour prendre des étudiants parce que c'est le fun parce que vous êtes vraiment immersés dans le diabète, donc vous apprenez beaucoup. Comme de jour 1 à jour 6-7, c'est comme vos connaissances sur le diabète augmentent. C'est incroyable, mais en même temps, on a du plaisir. On va à la plage, on fait du canot, et on voit les enfants dans un environnement différent. C'est complètement différent de voir un patient dans ma clinique où je dois regarder... les données de diabète, faire un examen physique. Là, je peux jouer des fois avec les enfants. Donc, c'est les voir dans un aspect différent. Ils nous voient aussi différemment. Là. Ouais, c'est sûr. Et là, au camp, je suis Dr. Mommy. Dr. Mommy. Donc, Dr. Maman. Oui, parce que là, les premières années que je suis allée là, mes enfants venaient toujours avec moi. Donc, on savait que j'étais proche quand on entendait mes enfants crier « Mommy, Mommy ». Donc, j'ai dû choisir un nom de camp. C'était le nom... le nom... par excellence. Ouais, c'est ça. Et là, mes enfants sont venus pour des années au camp avec moi. Donc, c'était une partie de leur vie, leur été. Mes enfants connaissent le diabète. C'est le fun aussi. Ils voient ce que je fais un peu. Ouais, c'est sûr. C'est super. Puis sinon, pour finir, est-ce que vous avez un conseil à donner aux étudiants comme nous qui savent pas trop où est-ce qu'ils veulent s'en aller? Je pense que la chose le plus important, c'est quand tu vas au travail tous les jours et quand tu rentres à la maison après, de faire une réflexion sur la journée. Puis à tous les jours, si tu reviens du travail puis tu es content, t'es heureux, peut-être c'est la spécialité pour toi. Donc, choisis-le basé sur plusieurs facteurs. On doit aimer ce qu'on voit comme patient et tout, mais on doit aussi vraiment envisager c'est quoi la vie que je veux. But go where you are happy. Mm-hmm. Et vous allez le savoir. Quand vous pensez à quel stage est-ce que j'étais vraiment heureux, c'est là où tu peut-être penses à cette spécialité. Excellent. Ben, merci beaucoup. C'était vraiment super. C'était vraiment agréable. Puis pour nos écouteurs qui nous écoutent, on n'oublie pas, on aime la page, on en parle à ses amis. Puis sinon, on va voir un autre épisode la semaine prochaine. Ouais, merci. Merci.